Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le Courrier de la Sterne. Et cette semaine, on vous emmène dans le désert d'Atacama, à la rencontre des perroquets et des aras. Comment ça va Sophie ? Ça va pas mal, surtout que ça va très bien, on va parler perroquet aujourd'hui. Oui, alors c'est un peu bizarre ce que j'ai dit comme phrase d'introduction parce que on pourrait se dire des perroquets dans le désert d'Atacama, mais les perroquets ne vivent pas dans le désert. Ben non. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer tout ça au fur et à mesure de l'émission. C'est une spéciale perroquet. C'est une spéciale perroquet, absolument. Puisque on a deux sujets en rapport avec ces fabuleux oiseaux. Et on n'a même pas fait exprès en fait. Et on n'a même pas fait exprès en plus. Il y a tellement de choses à dire sur les perroquets. Il y a toujours des choses à dire sur les perroquets. Mais avant, il y a la rétro Piu Piu, la fameuse. Absolument. Et elle, j'aurais pu, mais je ne le ferai pas, la diriger entièrement sur les corvidés. Je vais pas parler que de corvidés de mon côté, donc peut-être que... Voilà. La prochaine fois, tu veux. Mais il y a deux études, enfin, une étude et une observation fantastique qui sont sorties cette semaine, qui méritaient quand même le détour. Mais bon, j'ai sélectionné que l'une des deux informations. D'accord. Tu veux commencer, Sophie ? Bah écoute, pourquoi pas. Et moi, je viens du temps des dinosaures, pour vous amener une petite news. Donc ça part de loin. Hein. C'est... Oui, c'est tous des dinosaures dans les labos de Pal, de toute façon. Je suis vieille, je dirais pas mon âge. Bah là, on est quand même au-dessus de 65 millions d'années, ça fait beaucoup. Hein. Ouais, 66. 66, absolument. Mais alors, il y a un fossile qui a été découvert il y a pas longtemps, qui est un fossile d'oiseau plus ou moins, qui vient de l'ère mésozoïque, alors pas exactement d'oiseau, il s'appelle Navaornis estiae, il a à peu près 80 millions d'années, et il vient du Brésil, pour être exact. Et alors cet oiseau-là, il nous apprend beaucoup de choses sur le cerveau des oiseaux, et sur son évolution, notamment sur le cerveau des oiseaux modernes. Et ça, c'est super intéressant, parce que c'est un fossile qui vient plus ou moins combler un vide qu'on avait à ce moment-là de l'histoire. On savait pas trop ce qui se passait dans la lignée avienne, on n'avait pas beaucoup d'idées de comment ça avait évolué à cette période-là, parce qu'on n'a pas beaucoup de fossiles de cette époque-là. Et donc, on avait une sorte de trou dans l'évolution. Et ce fossile-là vient justement combler ce trou et vient nous aider à comprendre comment le cerveau a évolué chez les oiseaux. Incroyable. Donc c'est un oiseau, c'est pas exactement un oiseau, mais c'est un ancêtre des oiseaux qui a un cerveau déjà un peu plus grand que celui d'Archéoptérix. Alors, si vous vous en souvenez bien, Archéoptérix, c'est à peu près 150 millions d'années, donc c'est plus ancien. Donc Navaornis qui arrive a un cerveau qui est un peu différent, qui est un peu évolué par rapport à celui d'Archéoptérix et qui du coup vient combler ce vide entre Archéoptérix et les oiseaux qu'on avait après Navaornis, après la fameuse extinction, on a parlé tout à l'heure, 66 millions d'années, que tout le monde connaît très bien, évidemment. Absolument. Mais du coup, ça veut dire que le fossile est dans un état de préservation incroyable ? Exactement. Oui, et c'est quelque chose qui a été scanné, donc avec un CT scan, pour ceux qui connaissent ce terme exact, qui vous permettent de voir à l'intérieur des fossiles sans avoir besoin de les détruire. C'est quand même vachement cool. Incroyable. Voilà. Sophie, es-tu rancunière ? Ça dépend. C'est pourquoi ? Parce que j'ai dit que je parlerais de corvidés. Tu connais John Marslouf ? Ou John Marslouf ? Ça me dit quelque chose, oui. C'est le monsieur à qui on doit cette fameuse étude sur les corbeaux de l'État de Washington, plus précisément de la ville de Seattle. Oui. C'est ce monsieur qui mettait un masque pour effrayer les oiseaux. Peur aux oiseaux, oui, c'est ça. Exactement. Eh bien, il s'est avéré que ce cher John, il a continué à être harcelé par les corbeaux longtemps, très longtemps, après avoir porté son masque. Le pauvre. Le maximum de ces comportements agressifs ou en tout cas de défiance des corvidés intervenait aux alentours de l'année 2013-2014. Puis par la suite, il a constaté une diminution de ces comportements agressifs jusqu'à cette année. C'est-à-dire que les corvidés peuvent être rancuniers pendant, selon lui, 17 longues années. Oh la vache, quand même, ça fait beaucoup.
Sachant qu'en plus, c'était une tradition qui s'était transmise de génération en génération, ce qui est quand même assez incroyable. Absolument. Donc c'est un papier du New York Times qui détaille tout ça, qu'on vous mettra bien sûr dans la description, qui justement parle de cette incroyable épopée, j'ai envie de dire, que notre cher John a vécu parmi les corvidés de la ville de Seattle. Et le pauvre quand même quand on y pense. Ouais, bah. Mais fallait pas embêter les corbeaux. Hein. Faut pas embêter les corbeaux. Ben moi j'ai une news, alors on va partir sur tes animaux favoris. Alors c'est pas exactement tes animaux favoris parce qu'on est sur du G pour l'animal favori, mais on est parti sur quelque chose qu'on connaît très très bien qui s'appelle les mésanges. Tu connais les mésanges? Les mésanges, oui. Et oui. Je connais les mésangers aussi. Et oui, mais alors c'est pas sur celui-là. C'est non, on est parti sur la mésange charbonnière cette fois-là. D'accord. Et la mésange charbonnière. Je suis déçu du coup. T'es déçu, oh, tout de suite. Je m'attendais à ce que tu parles de mésanger. Je me suis dit peut-être qu'elle a fait une faute. Mais non, ils sont très bien les mésanges charbonnières du coup. Faut pas leur en vouloir, les pauvres petites. Et donc les mésanges charbonnières, cette petite étude qui est sortie a été intéressante parce que ils ont réussi à prouver que les mésanges charbonnières sont capables d'adopter des comportements qui leur étaient étrangers jusqu'à récemment, jusqu'à ce qu'elles rencontrent d'autres mésanges charbonnières qui avaient ces comportements-là et qu'elles se sont dit ça a l'air vachement top, peut-être que je devrais le faire aussi. Incroyable. Et ouais, et du coup, ces mésanges charbonnières sont tout à fait capables de faire ce qu'on appelle de l'apprentissage social, c'est-à-dire d'apprendre d'autres animaux dans leur même groupe social, même si eux-mêmes ne l'ont pas appris en étant enfants, ce qui est quand même vachement top. On l'avait déjà observé du côté du Royaume-Uni avec les mésanges et la bouteille de lait, ou est-ce que c'est quelque chose qui alors ne on peut sait pas pas être si considéré comme... Parce qu'il y avait la charbonnière, mais aussi il y avait la mésange bleue, oui. qui avait ce comportement-là, et puis d'autres espèces d'oiseaux aussi qui s'étaient adjoints à réaliser ce comportement où les oiseaux ouvraient l'opercule en aluminium des bouteilles de lait et se nourrissaient de la crème très très importante, notamment lors de la période de nidification. Le problème, c'est qu'on ne sait pas, dans ce cas, pour le coup des bouteilles de lait, parce qu'on n'avait pas observé à l'époque, on ne sait pas si ça s'était transmis de parents à enfants, par exemple, parce qu'on sait qu'il y a cette période d'apprentissage chez le jeune, notamment, qui lui permet d'apprendre de ses parents, que ce soit pour la chasse, pour ce genre de comportements qui sont peut-être un petit peu plus complexes. Donc on ne sait pas si c'était de parents à enfants que ça s'était transmis, donc via les générations, ou si c'était effectivement de l'apprentissage social, comme on a par exemple chez les grands singes, où là on peut apprendre, même quand on n'est plus dans cette relation de famille, et qu'on n'est plus l'enfant qui doit apprendre du parent, on est tout à fait sur un autre individu qui vient d'un autre endroit, qui n'a aucune relation de parenté, qui vient juste d'immigrer dans cet endroit-là, et qu'on essaie d'apprendre de nouveaux comportements. Ça, c'était pas sûr en fait de ce que c'était. On pensait plus que c'était une histoire de génération qui passait de génération en génération leur apprentissage. Ok. C'est ça la différence en fait de l'apprentissage social, qui est vraiment un apprentissage de deux individus qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, et il y en a un qui se dit ton comportement là m'intéresse bien. Intéressant. Voilà. Moi je vais terminer de mon côté, peut-être que tu auras une autre anecdote, Sophie, par parler d'un site de financement participatif un peu particulier parce qu'il est lancé par la LPO Auvergne-Rhône-Alpes, qui donc a lancé une cagnotte sur Hello Asso. On vous mettra les liens dans la description. Je précise tout de suite, nous ne sommes pas financés par la LPO pour dire ça. Absolument pas. Absolument pas. Donc c'est une campagne qui a pour objectif de permettre justement à la LPO de poursuivre ses actions de protection des espèces menacées, dont deux oiseaux, enfin plusieurs espèces d'une même famille d'oiseaux et un oiseau en particulier. Je parle du busard cendré dans un premier temps et je parle des pigrièches dans un second temps, et notamment les pigrièches grises et les pigrièches à tête rousse, voilà, qui ont connu on va dire une baisse extrêmement importante de leurs effectifs en France. Environ 50% des effectifs sont passés à la trappe de ces deux espèces de pigrièches. Et personnellement, moi, dans mon département, la pigrièche grise est une espèce qui a disparu.
Aïe. Donc voilà, pour vous dire un petit peu l'importance de cet oiseau. Et si vous voulez en savoir plus sur les pigrièches, on avait réalisé un épisode il y a fort longtemps Oui. avec Victor, Mm. et on était justement avec quelqu'un de la LPO qui s'appelle d'ailleurs Denis Ray. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur cet oiseau particulier qui a la particularité de larder ses proies, voilà, de les empaler, on va dire ça comme ça, eh bien n'hésitez L'empaleur. pas. Vous le Voilà, connaissez, Vlad l'empaleur, c'est lui. Exactement, c'est ça. C'est Vlad Tepes, mais c'est Voilà. Vlad Tepes en oiseau. Moi, je les appelle Vlad pour faire tout court. Ça leur va très bien, je trouve. Ah ben, je sais pas si elles apprécieraient, mais voilà. Tous En ne tout savent cas, cagnotte lancée par la LPO. Il y a encore beaucoup de jours pour atteindre l'objectif fixé par la LPO au rat. Et on vous mettra bien évidemment les liens dans la description. Et bien du coup, parlons des Zara, des perroquets. pas. Et on va parler d'abord de couleurs, hein, de plumes. Ouais, Un parce sujet qu'on fait dans qu'on la aime bien couleur aborder. aujourd'hui. On J'avais aime bien envie d'un aborder dans le sujet courrier de coloré. l'Esterne les Exactement. couleurs. C'est un peu mon dada en perroquet. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une étude qui est sortie, qui n'est malheureusement pas disponible en access, qui n'est pas derrière un paywall, malheureusement, mais comme d'habitude, si vous voulez l'article, n'hésitez pas à nous contacter, hein, je l'ai. Et c'est un article qui va parler de la pigmentation chez les psittacidés, autrement dit les perroquets, et qui va parler de la pigmentation un peu particulière des perroquets, car vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez vu ma vidéo sur la coloration chez les oiseaux, que les psittacidés ont un pigment bien particulier qui s'appelle la psittacofulvine. Et donc cette psittacofulvine, les chercheurs l'ont étudiée et ils ont réussi à résoudre une petite énigme qu'on avait depuis déjà pas mal de temps sur la coloration, ces colorations très brillantes des perroquets, parce que vous les connaissez, les couleurs des perroquets, on est quand même sur des rouges, mais alors bien rouges, des jaunes, c'est un jaune. Bien jaune. C'est beau. C'est des couleurs qui sont flashy, c'est des couleurs pétantes, c'est des trucs qu'on retrouve pas autre part souvent. Hein. C'est vraiment des couleurs qui sont très belles, qu'on aime beaucoup parce que beaucoup les utilisent aussi dans les parures de plumes. Hein. On a beaucoup de peuples qui les ont utilisés pour ça. Et tu vas me tendre une perche pour le prochain sujet, effectivement. T'as vu? Clin d'œil. Comme ça, moi. Et du coup, ces plumes très brillantes, c'est ben, on savait plus ou moins que c'était cette histoire de pigment qui s'appelait la psittacofulvine, on lui avait donné son nom, mais on savait pas exactement comment ça fonctionnait, parce qu'il y a une telle déclinaison possible de couleurs grâce à un seul pigment, qu'on se disait, mais comment c'est possible d'avoir des couleurs aussi différentes avec juste un seul type de pigment? Parce que cette psittacofulvine, ça peut faire du rouge, ça peut faire du jaune, ça peut faire du rose, ça peut faire du orange, ça peut faire du vert d'ailleurs, si vous le mixez avec la coloration structurelle des plumes. Enfin bref, on a des couleurs qui sont ultra différentes, ultra brillantes, et on ne sait pas comment ça fonctionne. Et alors cette publication a réussi à trouver comment ça fonctionnait, et c'est quand même vachement chouette parce que c'est pas n'importe comment que ça fonctionne. En l'occurrence, il se trouve que les perroquets sont un peu des voleurs. Alors... Ouais. Alors, on parle pas du Kea. Un petit peu. On ne parle pas forcément du Kea, on parle plus au niveau moléculaire. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous avez un gène qui va gérer la production de la psittacofulvine, donc de ce pigment-là dans les plumes des perroquets. Sauf que ce gène, il n'est pas tout seul pour gérer la psittacofulvine. En fait, ce gène, il va aussi être combiné avec un autre truc. Un truc qui, de base, n'est pas présent chez les oiseaux, et qui n'est pas utilisé, d'ailleurs, comme tel, qui va être utilisé notamment par nous, par les humains et par d'autres espèces, pour une utilisation qui ne ressemble à rien à un pigment, d'ailleurs. D'accord. C'est une utilisation qui va servir au niveau du foie, qui va servir à virer les toxines de votre foie. En gros, c'est une molécule qui sert à ça, de base. C'est un peu comme pour le fou à pied bleu, je crois, qu'on avait évoqué justement, avec cette alors je sais plus du tout quel pigment c'était, qui contrôlait justement également d'autres paramètres, on va dire, d'homéostasie de l'oiseau. Oui,
Exactement. Mais alors là, chez l'oiseau, ça contrôle rien d'autre du tout. Ça contrôle juste la couleur des plumes. Ça a aucune. En tout cas, on n'a pas trouvé pour l'instant. Ça n'a pas vraiment d'autres incidences sur le métabolisme de l'oiseau. Et il se trouve que cette molécule n'est pas normalement présente chez les oiseaux. D'accord. Et par contre, elle est présente chez d'autres organismes comme nous, où elle sert à l'élimination, par exemple, de l'alcool de notre foie. Ah, ok. Voilà, donc c'est un outil de détoxification en quelque sorte. Chez nous. Et chez l'oiseau, ça sert pas à ça du tout. Chez l'oiseau, chez le perroquet en tous les cas, ça sert uniquement à la coloration. Alors qu'il en aurait besoin, hein. Vu comment des fois il s'alcoolise, il en aurait besoin. Hein. Il aurait peut-être besoin. Je sais pas. Est-ce que t'as déjà vu un perroquet en train de boire une bière? Pas moi. Non, mais j'ai vu des oiseaux bourrés déjà. Hein. C'est, avec la fermentation des fruits et tout. Et ben en tout cas, ils ne l'ont pas normalement pour ça, donc c'est peut-être la raison pour laquelle ils ont du mal. Ils savent pas trop comment, donc les plumes des perroquets ont trouvé le moyen de choper cette protéine, cette molécule, et de l'utiliser pour la psittacofulvine. Alors ce qu'elle va faire à la psittacofulvine, ça va être qu'en fait, lorsque vous avez une molécule qui est produite, elle a une certaine structure. Vous avez une structure 3D de la molécule, et vous avez des groupements au bout de cette molécule. Alors en l'occurrence, pour la psittacofulvine, lorsqu'elle va être fabriquée, elle va avoir, à la fin de la chaîne de la protéine qui est fabriquée, qui est la psittacofulvine, vous allez avoir un groupement qu'on appelle aldéhyde, qui est un groupement qui va notamment avoir un oxygène et un hydrogène au bout, à côté d'une chaîne carbonée qui va être votre protéine. Okay. Et donc, lorsque cette autre molécule que les perroquets nous ont piquée vient agir sur la psittacofulvine, elle va changer ce groupement aldéhyde, elle va en faire un groupement carboxyle qui, lui, est un groupement un peu différent, avec cette fois-ci un oxygène, et de l'autre côté, un groupement OH, donc oxygène-hydrogène, à l'autre bout. Okay. Donc ça va changer en fait la forme de la protéine, ça va changer la forme de la psittacofulvine, et donc ce groupement terminal, qui de base va être rouge, c'est la couleur de base de la psittacofulvine, va devenir jaune. Et ce qui va donc changer la couleur de votre plume. Donc plus vous avez de cette petite molécule qui va changer la couleur à l'intérieur de la plume, et des cellules qui sont produites pour former la plume, et ben plus vous allez avoir un changement de rouge vers le jaune. Et donc c'est ce que les chercheurs ont trouvé quand ils ont essayé de regarder un peu comment fonctionnait cette psittacofulvine. Ils ont fait des tests après, et ils ont manuellement changé la quantité de cette petite molécule à l'intérieur des plumes pour voir à quel point ça allait changer la coloration. Effectivement, les plumes qui étaient rouges sont devenues jaunes. Incroyable. Ce qui était quand même un bon résultat. Incroyable. Et donc en fait ça fonctionne un petit peu comme si vous aviez une sorte de molette. Donc plus vous avez cette molécule présente avec la psittacofulvine, et bien plus vous allez tendre vers un jaune très vif du coup, parce que si vous en avez suffisamment pour que toutes les molécules de psittacofulvine deviennent jaunes, ben vous allez avoir un jaune poussin en quelque sorte. Et puis si vous en avez quasiment pas, vous allez avoir un rouge très profond, très très rouge. Donc c'est en ça que c'est intéressant, parce que vous pouvez avoir du coup toutes les tonalités possibles en passant du jaune, enfin du rouge au jaune. Donc vous passez par l'orange, vous passez des fois par une sorte de rose en fonction des autres pigments que vous avez dans la plume aussi, mais vous allez vraiment avoir toute une gamme de couleurs qui est assez incroyable et qui va vous donner toute la gamme de couleurs que vous pouvez trouver chez les perroquets actuellement. Et évidemment le vert, on le rappelle, c'est simplement un mélange de jaune, en l'occurrence ici la psittacofulvine qui va être devenue jaune, avec une coloration structurelle de la plume qui va vous renvoyer une sorte de lumière bleue, ce qui va faire les deux mixés ensemble, va vous donner du vert, tout simplement. Donc voilà. Et du coup, pour ce fameux bleu, justement, oui. Est-ce que cette molécule peut avoir une incidence aussi de son côté? Est-ce que les chercheurs se sont posé cette question-là? Bah, le bleu, vu que c'est pas une molécule, c'est pas une couleur pigmentaire, absolument. Oui. Voilà, donc c'est pas un pigment, du coup, cette molécule n'a pas d'effet dessus. Okay. Le seul effet que cette molécule a, c'est vraiment sur la psittacofulvine elle-même, qui elle-même est une protéine, qui du coup peut avoir, si vous voulez, un effet de protéine sur protéine, c'est possible dans ces cas-là. Mais vous n'allez pas avoir un effet de cette protéine sur la structure même de la plume, ça fonctionne pas trop comme ça. Ok, incroyable. Voilà. Incroyable. Eh bien donc on peut switcher les couleurs de plumes des aras et des perroquets. Voilà, c'est tout à fait possible. Alors c'est très intéressant parce qu'en fait c'est plus ou moins la première fois qu'on arrive à trouver comment ça fonctionne. Je trouve ça chouette. Quand même que... Et puis l'idée de... Bah en fait on va piquer
une protéine qui normalement sert à la détoxification du foie chez d'autres espèces, on va la piquer, on va la ramener et puis on va l'utiliser pour ça. Enfin, j'imagine pas que ça a été volontairement, évidemment, mais c'est quand même assez incroyable que cette molécule se retrouve là. Et voilà, dans ce contexte-là, moi je trouve ça chouette. Incroyable. Vive les perroquets. Bah, on va continuer dans Vive les perroquets, justement. Voilà, exactement. Puisque moi, je vais parler aussi de perroquets. Je vais parler d'Ara. Je vais parler aussi de commerce, de routes commerciales qui étaient établies entre la forêt amazonienne et le désert d'Atacama. On va y revenir d'ici quelques instants. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure en préambule de ton intervention, Sophie, sur la couleur des aras et des perroquets, bah, ces plumes, elles étaient souvent utilisées pour des statues, on va dire, ou à des fins rituelles. C'était parfois même utilisé dans des coiffes qui étaient portées par des personnes importantes, comme par exemple les chefs de villages ou de tribus. Il y avait aussi des associations avec les divinités qui étaient une norme à l'époque. Et puis, il s'avère qu'on a retrouvé, plus que des plumes, on a retrouvé des oiseaux qui étaient momifiés. Ouais. Des oiseaux qui ont été momifiés, oui. Eh ben. Ah, j'ai cru que tu voulais dire quelque chose. Non, ça m'intéresse en fait, parce que je ne savais pas. des oiseaux qui ont été momifiés, donc dans le désert d'Atacama, j'y reviendrai d'ici quelques instants. Et l'objectif de nos chercheurs, c'était de savoir de quand dataient ces animaux, comment ils étaient arrivés là, parce que mine de rien, il y a quand même une sacrée trotte entre la forêt amazonienne et le désert d'Atacama, et puis aussi savoir si ces oiseaux étaient plutôt bien traités par les différentes personnes qui les avaient. Le fait d'avoir des plumes utilisées par des populations précolombiennes, c'est quelque chose qui revient à très longtemps. On est sous les Chinchorros, on est aux alentours de moins 6000. Où on a déjà ces premières significations, puis on a d'autres associations qui vont être faites aux alentours du 2e siècle avant Jésus-Christ, du 1er siècle avant Jésus-Christ, et puis on va pousser jusqu'à environ 1100 après Jésus-Christ pour donc toujours des associations, soit pour des couronnes divinatoires ou encore d'autres objets importants pour les tribus. Néanmoins, ce qui est assez intéressant, c'est que les plumes tropicales, elles ne se sont pas imposées directement. Quand je parle de plumes tropicales, c'est en tout cas les mots qui sont utilisés dans l'étude, c'est justement ces fameuses plumes rouges, jaunes, assez magnifiques. En réalité, on en a une accumulation plutôt importante entre 1100 et 1450. 1450 correspondant grosso modo, on va dire au commencement de la chute des Incas, même si en réalité on est un petit peu plus en avance, puisque Francisco Pizarro arrive en 1435 aux alentours de cette période, et c'est là que le royaume Inca va commencer à tomber. Et donc ces plumes, elles étaient ramenées par des réseaux de caravanes. Depuis les vallées amazoniennes jusque dans les Andes orientales, et particulièrement dans un lieu, Sophie, qui va te faire rire, parce que le lieu où on a retrouvé ces oiseaux, ces plumes et ces momies, c'est une oasis qui s'appelle Pica. Voilà, sérieusement, comme le nom de l'oiseau, exactement. Pica Pica faisant référence évidemment à la pie bavarde. Mais évidemment. Exactement. À quoi d'autre ? À quoi d'autre ? Visiblement à un site archéologique important. Donc ce qu'ils ont fait, les scientifiques, c'est qu'ils ont ils ont fait un inventaire des fouilles qui avaient été réalisées dans les années 60 à Pica 8, qui comprenaient
au minimum 35 artefacts qui étaient couverts de plumes, mais aussi des oiseaux qui étaient complètement momifiés. 8 haras, des perroquets d'Amazonie qui étaient momifiés, mais pas que, parce que on a parmi les oiseaux qui ont été momifiés de l'ara macao, de l'ara bleu et jaune, classique, mais on a aussi des amazones à front bleu, voilà, des amazones poudrées, très jolies, je ne savais pas que cette espèce existait, et aussi des amazones à front jaune, plutôt une amazone à front jaune, et puis des oiseaux un peu méconnus, d'après les analyses qu'ils ont faites génétiques, on serait sur de l'amazone mercenaire et des conures mitrées, voilà, pour les quelques espèces qui ont été trouvées. Quasiment que des adultes, sauf 2 qui sont des individus subadultes, un ara bleu et jaune et un ara qui a été difficilement identifié. Quelle espèce appartenait cet individu subadulte, mais en tout cas voilà, on avait grosso modo des oiseaux qui étaient généralement bien portants et qui traversaient, comme on l'a dit, de très très longs secteurs, puisque ces routes commerciales, elles s'établissaient sur des secteurs allant de 500 à 900 km de distance, par rapport justement à la position des différents oiseaux qui ont été trouvés. Parce que les oiseaux ne proviennent pas de la même zone géographique, il l'explique d'ailleurs clairement dans l'étude, et il se peut aussi qu'il y ait d'autres routes commerciales dans lesquelles déjà ces oiseaux étaient déjà implémentés. C'est-à-dire que c'est des caravanes qui ont apporté ces oiseaux à d'autres points commerciaux, et c'est d'autres caravanes qui les ont apportés à Pica, comme il explique dans l'étude. Donc on est sur une amplitude, on va dire du simple au double, de 500 km pour les routes commerciales les plus courtes, à 900 km pour les routes les plus longues, sachant que alors là, je pense qu'il se base sur les caravanes sérail que l'on trouvait notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Oui. Les caravanes sérail étaient disposées environ de 25 à 30 km. Pourquoi ? Parce que c'était la distance que parcourait une caravane commerciale en une journée. Néanmoins, on a 3 choses encore à voir ensemble. Déjà, savoir comment étaient nourris ces animaux. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait différentes recherches à base notamment d'isotopes pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait trouver comme consommation alimentaire. Donc généralement les oiseaux étaient nourris avec des graines et des fruits de végétation tropicale, du maïs, voilà. Et il se peut aussi que ce maïs fût fertilisé avec du guano d'oiseaux marins, ce qui a été documenté. Et ce qui expliquerait aussi pourquoi on trouve des fois des niveaux de valeur d'azote particulièrement élevés, faisant penser justement à la consommation d'aliments marins. Sauf que là, on est dans le désert, donc c'est très très compliqué de savoir, de trouver de la nourriture marine. Les oiseaux auraient été déposés à 2 dates. Entre 1251 et 1376 pour une partie des oiseaux, et 1424 à 1484 par, encore une fois, de la datation radiocarbone. Ce qui suggère donc qu'il y a eu, encore une fois, plusieurs routes commerciales qui sont établies, mais aussi que ces routes commerciales, finalement, ne se sont pas atténuées lors de l'arrivée des Portugais du côté de l'Amérique du Sud, puisqu'ils ont perduré encore un peu longtemps. Et puis il se pose la question de savoir si ces oiseaux étaient bien traités dans ces zones. Alors ils étaient magnifiquement momifiés des fois, alors pas toujours très très bien conservés, parce que il se peut effectivement qu'il y ait eu des problèmes de conservation dus à plein de facteurs extérieurs qui n'étaient pas dépendants des personnes qui ont voulu conserver ces oiseaux. Alors attention, si vous dînez ou si vous déjeunez, je vous conseille de vous boucher les oreilles. Y présenter des signes d'éviscération, d'ablation de la queue, y compris du pygostyle. Il y avait également donc des spécimens qui étaient laissés en position de repos, les ailes et les pattes qui étaient contractées, mais certains ont été placés dans des positions différentes. Par exemple, ils avaient le bec ouvert ou des langues qui sortaient. Voilà. Les têtes d'Amazone, elles, pouvaient être isolées par rapport à d'autres oiseaux. Et tout ça signale un processus de momification qui était très élaboré et probablement ritualisé.
On ne sait pas D'accord. si c'est le cas, mais on suppose que comme il y a quand même une grande attention qui est portée aux détails dans la mise en scène de certains de ces oiseaux, on peut supposer effectivement que c'était pour des rituels que ces oiseaux étaient conservés. Bah oui, oui, oui. Ça semble Cependant, logique. ils n'étaient pas vraiment conservés dans des bonnes conditions, ces oiseaux, parce que certains oiseaux avaient des sangles de cuir aux pattes pour éviter que ces oiseaux ne s'envolent. Bah oui. Certains avaient le bout du bec coupé. Comment ça, le D'autres, bout du bec coupé? ils avaient coupé un bout du bec. Alors peut-être que ça vient justement de ces fameux problèmes extérieurs de momification, mais en tout cas c'est quelque chose qui a été rapporté dans l'étude. Et certains avaient des ailes ou des plumes coupées, voilà, voire arrachées de leur vivant. Aïe aïe aïe. D'accord, mais alors coupé comme on couperait les plumes d'un oiseau pour l'empêcher de s'envoler en captivité aujourd'hui? Oui, D'accord. absolument. Coupé pour Le ça, même type. et les plumes étaient arrachées, comme je l'ai dit, en préambule, notamment parce qu'elles étaient sacrées, parce qu'elles permettaient de faire des coiffes, etc. etc. Bah oui. Et certains squelettes présentaient même des fractures, voilà, au niveau du radius et du cubitus, donc ce qui corrobore la théorie du fait qu'on ne voulait pas que ces oiseaux volent. Et puis il y avait un duvet qui était excessif sur ces fameux oiseaux-là. Néanmoins, on a remarqué que chez certains individus, il y avait des soins qui avaient été procurés, qui symbolisaient quand même que les personnes qui s'occupaient de ces oiseaux devaient avoir quand même un minimum de connaissances dans la manipulation de ces animaux, pour éviter justement que ceux-ci ne se portent finalement mal et meurent de manière précoce, ce qui est évidemment problématique lorsque on acquiert un oiseau sacré pour ses plumes. Et oui, on essaie de s'en sortir correctement quand même. Exactement. Alors la fracture de pattes, ça peut facilement venir, surtout s'ils avaient des lanières aux pattes, d'une attache qui n'était pas faite correctement. C'est possible. C'est-à-dire que l'oiseau essaye de s'envoler, l'attache est un peu trop rigide, ou alors laisse un peu trop de mou à l'oiseau, ce qui fait qu'il peut prendre un peu de vitesse avant finalement d'être appelé par l'attache, le fil vient se tendre directement, et il y a une force telle qui s'exerce sur la patte que l'os se brise. Ça arrive aussi de nos jours, lorsque les gens qui gardent des oiseaux ne sont pas au courant de ce qui peut arriver si ce genre de choses se produit. Voilà. Donc voilà ce qu'il advenait de ces pauvres Zara et perroquets et Amazones qui se faisaient capturer probablement du côté de l'Amazonie et qui étaient ensuite tractés. Dans l'étude, il parle d'un voyage on a dit, entre 500 et 1000 km qui prendrait jusqu'à 2 à 3 mois pour être fait. Et les oiseaux étaient quand même dans des bonnes conditions, puisque ces oiseaux arrivaient quand même vivants la grande majorité du temps dans les différents lieux. J'espérais qu'ils nous expliquent pourquoi ils arrivaient vivants, mais malheureusement l'étude ne fait pas référence à cela. Ils se sont concentrés notamment sur la momification en tant que telle des individus. C'est difficile, j'imagine, de savoir s'ils ont fait le voyage vivant ou pas, parce que on n'a pas vraiment les restes sur le côté de tous les animaux qui n'ont pas réussi à faire le voyage finalement. Mais on suppose quand même qu'ils étaient nourris justement avec la bonne nourriture et que les personnes avaient quand même suffisamment de connaissances pour pallier à des blessures éventuelles lorsque ces oiseaux pouvaient se blesser. Donc on suppose quand même qu'il y avait une certaine connaissance de ces oiseaux qui était maintenue parmi les commerçants, ou en tout cas parmi les gens qui considéraient les oiseaux en les gardant notamment à cette oasis de Pica. Ouais, faut pas confondre non plus la manière dont on traite un animal, parce que c'est vrai que de nos jours on parle beaucoup de bien-être animal et de comment ils étaient traités, et c'est vrai que j'imagine que les traitements de ces perroquets à l'époque, ça devait être très très loin de ce qu'on considère aujourd'hui être du bien-être animal. Oh oui. Mais faut pas confondre nos critères actuels et nos standards actuels avec ce qu'il y avait à l'époque. Et à l'époque, si ça se trouve, ce qu'ils faisaient eux, pour leur culture, c'était déjà très très bien, parce que si ces animaux étaient sacrés, le simple fait d'essayer de soigner leurs blessures ou de les nourrir correctement, ou d'en prendre soin, pour eux, ça devait déjà être beaucoup d'efforts pour juste un animal au final. C'est-à-dire que ce qu'on pense être bien pour un animal, ça va pas forcément être ce que la personne d'à côté pense être bien pour l'animal en fonction de sa culture. C'est pas forcément une question de connaissance en fait. Tu peux avoir les connaissances, mais tu peux ne pas avoir la même culture, et du coup tu vas avoir une approche totalement différente.
Et je pense que c'est plus ça la différence. Si ça se trouve, ils avaient de très bonnes connaissances, comme on avait au Moyen-Âge de très bonnes connaissances en fauconnerie, un art qui est toujours appliqué de nos jours avec, bon, ça avait pas mal évolué, mais il y a eu quand même des choses qu'ils connaissaient déjà à l'époque, qui étaient déjà très avancées. Mais par contre, la philosophie derrière et la culture étaient très différentes, ce qui fait qu'on n'hésitait pas, par exemple, à lier les paupières des faucons en les cousant, tout simplement, ce qu'on ne fait plus de nos jours. On a des casques pour ça. On a des chaperons. Mais donc je pense, voilà, juste pas confondre les deux, culture et savoir, c'est pas pareil. Tu as totalement raison. Et c'est sur cette information que nous allons nous quitter. Sophie, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Ah bah oui, tiens, pour une fois. Si la news sur l'oiseau fossile vous a intéressé, Julien a fait justement un Paléo News où il en parle, et avec plus de détails, avec la publication originale à l'appui, donc vous avez la vidéo avec, donc si ça vous intéresse, allez voir. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à demander les publications si ça vous intéresse encore plus. Désolé de parler de trucs derrière un paywall, mais c'est quand même des choses qui parfois sont intéressantes. Mais quasiment toutes les choses derrière un paywall sont intéressantes, donc hélas. Donc malheureusement, on ne peut pas forcément faire autrement. Sophie, tu parlais d'Entracte Science, on te retrouve où, mis à part là-bas ? Eh bien sur Twitter et Instagram, @leplumeux. Voilà, n'hésitez pas à venir faire coucou. Exactement, et vous retrouvez le courrier de la Sterne dans tous vos flux de podcasts sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts, vous nous retrouvez aussi sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, si vous voulez qu'on revienne sur certains points des études ou des épisodes, ce sera avec grand plaisir. D'ici là, on se retrouve très bientôt, à savoir la semaine prochaine, pour un nouvel épisode du courrier de la Sterne. Salut à tous, salut à toutes. À plus. Yeah.